Justine Laboune, je suis doctorante en droit pénal. Ma thèse porte sur la pénalisation des discours de haine. Donc, je pense qu'avec le court-métrage qu'on vient de visionner, vous avez eu un peu un bon panel des difficultés suscitées par cette thématique, même si là c'était abordé par le prisme disciplinaire et pas par le prisme du droit pénal. Mon intervention d'aujourd'hui ne portera pas spécifiquement sur les discours de haine, mais plus généralement du coup sur la pénalisation des expressions publiques que j'ai nommées du coup par rapport au thème, la pénalisation des interactions sociales expressives. Allons-y. Donc que le droit pénal punisse des comportements qui portent atteinte à l'ordre public, je pense que ça ne vous surprendra pas. Par contre, que la matière pénale, elle ne se cantonne pas aux portes de l'action, mais elle franchisse les portes de l'expression, mérite de nous arrêter un court instant sur ces spécificités en fait, de la pénalisation des interactions sociales. Donc, si je dois vulgariser un petit peu, la question de savoir si on ne peut plus rien dire vraiment, c'est un peu la question racoleuse sous-jacente à mon intervention du jour. Mais alors de quoi je vais vous parler plus exactement? Eh bien de droit pénal et de mots, donc mots M-O-T-S, mais peut-être vous le verrez ensuite, de mots M-A-U-X. D'une part, donc, une définition succincte du droit pénal. Le droit pénal, c'est tout simplement une branche du droit qui érige des comportements en infraction et les sanctionne d'une peine. La pénalisation, elle peut être définie de deux manières. Il y a Olivier Mouisset, dans ses travaux, qui l'a définie comme le mouvement qui tend à utiliser de plus en plus le droit pénal, que ce soit quantitativement, en faisant de plus en plus de lois pénales, ou qualitativement, quand les autres branches du droit, ou même des pans extra-juridiques, se saisissent de la matière pénale. C'est une première définition. Il y a une autre définition, qui elle est celle retenue par Thomas Bess dans sa thèse, qui est en fait l'ensemble des processus d'intervention du droit pénal dans un domaine particulier. Aujourd'hui, je vais me saisir un petit peu de ces deux définitions. D'autre part, donc, les interactions sociales. Le thème interaction étant censé recouvrir toutes nos thèses, je m'en suis saisie à ma manière aujourd'hui. Donc, le sens que j'ai entendu donner à interaction sociale expressive, c'est tout simplement les expressions. Il y a l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit différentes formes d'expression. Je vais vous en citer quelques-unes. Cela peut être des discours, des cris, des menaces, des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures, des emblèmes, des images. Voilà, plein de formes d'expression. Les expressions, elles sont à distinguer, eh bien, premièrement, de l'opinion. Notez que la liberté d'opinion, telle qu'elle a été consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est une liberté absolue. Les expressions, donc on les distingue premièrement, je vous l'ai dit, des opinions, mais on les distingue également de l'action. Les actions, les comportements, lorsqu'ils sont érigés en infraction, ils sont punis donc dans le code pénal. Cette classification opinion, expression, action, elle n'est pas aussi rigide que je vous la présente aujourd'hui. D'abord, la distinction entre opinion et expression est critiquée par certains auteurs, qu'on appelle la doctrine en droit, car ces auteurs critiquent le fait que certaines opinions sont quand même appréhendées par le droit pénal. C'est le cas notamment de l'infraction de cris et de chants séditieux. Sur la distinction ensuite expression-action, eh bien, il y a certaines actions qui vont être traitées comme des expressions. Je pense notamment dans le cadre du militantisme politique. Lorsque les fémènes exhibent leur poitrine avec des messages politiques, ou lorsque les écologistes vont voler les portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies, eh bien, en fait, là, les juges vont appréhender ces actions comme des expressions, comme relevant de la liberté d'expression. Et cette distinction expression-action est aussi à nuancer avec les travaux des linguistes qui, en fait, ont élaboré le concept de l'effet performatif du langage et qui fait qu'en fait, le langage, l'expression, serait en tant que tel même une action. Schématiquement, les expressions peuvent, sous certaines conditions, être érigées en infraction et être assorties d'une peine. Dans ce cas-là, elles figurent dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Donc cette loi, on parle de liberté de la presse, parce qu'en fait, elle a été édictée en 1881, mais aujourd'hui, elle recouvre toute l'expression publique. En fait, il y a des lois qui sont venues adapter cette loi sur la liberté de la presse.
Elles sont venues l'adapter en 1982 à l'audiovisuel et en 2004, avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique, à Internet. En revanche, le terme de liberté qui figure dans cette loi sur la liberté de la presse, est justement choisi. En fait, l'objectif initial de cette loi, c'était d'instaurer un régime de faveur pour les infractions commises par le biais d'une expression et non d'une action. En bref, donc, toutes les expressions publiques que le législateur souhaite interdire figurent normalement, et je dis bien normalement parce que le droit regorge d'exceptions, dans cette loi qui, normalement, encore une fois, prévoit une répression adoucie. Quelques précisions relatives du coup au contexte de cette thématique qui nous occupe cet après-midi. Eh bien, à la vue du contexte actuel, je pense que quand on parle d'expression litigieuse, d'expression pénalement appréhendée, on peut s'attendre à discuter de fake news ou de discours de haine, qui sont en fait les typologies principales d'infraction, d'expression érigées en infraction. Cependant, il faut garder en tête qu'en fait, ces thématiques ne sont pas nouvelles. Le cas du déclenchement de la guerre franco-prusse, par exemple, en 1870, ou encore l'adoption du statut des Juifs en 1940, nous montrent que ni fake news ni discours de haine ne sont des nouveautés. Ce qui est nouveau, par contre, c'est l'envergure. En fait, l'essor d'Internet et des réseaux sociaux constitue vraiment un accélérateur, un catalyseur de ces thématiques, mais n'en sont pas à proprement parler le moteur. L'affaire Mila, où en fait une jeune femme s'est suicidée après du harcèlement en ligne, le scandale de Cambridge Analytica, où en fait cette entreprise a récupéré des données d'utilisateurs indécis pour ensuite les cibler avec des campagnes de fake news et orienter le sort des élections. Donc ça a eu lieu aux États-Unis, mais aussi à Trinité et Tobago. Ou encore le mouvement MeToo, ou l'assassinat de Samuel Paty. Tous ces événements en fait, font état des enjeux de la pénalisation des interactions sociales, des enjeux de la pénalisation de l'expression publique à l'ère numérique. De plus, la réflexion sur les discours de haine, les fausses informations, elles doivent à tout prix essayer de s'extraire de considérations politisées, dans le sens où il n'est pas opportun de discuter du bien fondé de telle ou telle expression litigieuse. Par contre, ça serait complètement se leurrer de penser que ces thématiques n'ont aucun caractère politique. Un tel sujet, ça s'inscrit dans le débat entre l'universalisme et le communautarisme, entre ce qu'on appelle les woke et les anti-woke, et ça, il faut bien le garder à l'esprit. Le postulat de cette intervention, c'est qu'une régulation des discours de haine et des fake news est nécessaire, dans certaines mesures, dans un certain cas bien sûr. À l'appui de cette considération, j'ai deux arguments à vous présenter. Le premier, c'est le concept de démocratie militante. Cette dernière, elle désigne par Thomas Hochmann une structure politique et juridique visant à préserver la démocratie contre ceux qui veulent la renverser en utilisant les moyens démocratiques. En effet, plus concrètement, la démocratie, elle contient en son sein les outils qui peuvent permettre de la détruire. En fait, l'idée avec ce concept de démocratie militante, c'est de pouvoir mettre en œuvre la phrase de Saint-Just « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Alors, est-ce qu'on retrouve une application concrète de ce concept de démocratie militante et de cette phrase de Saint-Just aujourd'hui? Eh bien oui. Dans la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, il y a un article 17 qui prévoit l'abus de droit. On l'appelle aussi clause guillotine ou clause couperet. L'idée de cet abus de droit, c'est que parfois, les expressions sont tellement néfastes pour la société démocratique qu'elles ne pourront pas se prévaloir des protections offertes par la Convention. L'objectif, en fait, c'est de protéger la Convention de toute instrumentalisation. Je vais vous donner un exemple pour éclaircir un petit peu ça. Donc, c'est un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en 2015, Mbala contre France, qui fait référence en fait à l'affaire Dieudonné. Dieudonné, il avait été condamné par les juridictions nationales, donc par les juridictions françaises, pour injure envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou confession juive. Ces injures, en fait, avaient été prononcées pendant ces spectacles. Concrètement, le comédien avait invité un homme notoirement connu pour ses thèses négationnistes et il lui avait fait remettre le prix de l'infréquentable et de l'insolence par un autre comédien représentant un déporté juif. L'affaire est portée dans la CEDH, où Dieudonné
demande au juge européen si sa condamnation est proportionnée par rapport à son droit à la liberté d'expression. Eh bien, que vient dire la CEDH? La CEDH vient dire « Je ne vais pas apprécier la proportionnalité de cette condamnation par rapport au droit à la liberté d'expression, car les propos sont tellement graves qu'ils ne méritent pas de bénéficier des outils de cette convention. » Elle dit, je cite, « Les spectacles véhiculant les messages incitant à la haine ou discrimination raciale peuvent se voir soustraits à la protection de l'article 10 par application de l'article 17. » L'article 10 de la Convention étant l'article qui prévoit la liberté d'expression. Donc, à l'inverse du postulat qui est le mien, qui est qu'une régulation des discours de haine et des fake news est nécessaire, il y a des auteurs, souvent des philosophes du XVIIe siècle, qui soutiennent la thèse que si la liberté d'expression n'existe pas pour ses adversaires, eh bien alors il n'y a plus de liberté d'expression. La théorie qui fonde un petit peu cette pensée, c'est la théorie du libre marché des idées. L'idée, c'est qu'en laissant les gens débattre, donc avec aucune censure, aucune répression, eh bien le bien ou la vérité émergera de ces discussions. Si au XVIIe siècle, cette thèse peut être complètement valable, j'ai du mal à croire en elle aujourd'hui avec les réseaux sociaux, à l'heure de l'instantané et où les messages traversent les frontières en un temps record. Autre argument en faveur de la régulation, c'est la quête d'une liberté d'expression qui soit la même pour tous. C'est la recherche de l'iségorie, du grec iségoria, qui signifie égalité de parole. Les discours de haine, et donc les rhétoriques racistes, homophobes, sexistes, validistes, sévissent. Si aussi le jeu de la liberté d'expression, des élections, de la liberté de s'informer sont tronqués par des fausses nouvelles, alors on ne peut pas toucher du doigt cette égalité de parole. On peut donc relever un paradoxe, c'est que les réseaux sociaux ont voulu rendre la communication plus horizontale, sortir de ces monopoles d'État qui imposaient les nouvelles, mais en fait, à travers certains types d'expressions permises entre guillemets par les réseaux sociaux, les discours de haine, les fausses nouvelles, et bien en fait, ça favorise à nouveau une certaine verticalité avec les enjeux de domination. Ce postulat de nécessaire régulation, il doit tout de même rester dans les clous d'une jurisprudence fondatrice pour la matière, c'est la jurisprudence Handyside de 1976, qui prévoit que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de pareille société, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Enfin, le dernier enjeu de la pénalisation de nos interactions sociales expressives, ce sont les enjeux démocratiques, puisque la démocratie est assurée par des élections libres et une liberté d'expression garantie. Réprimer ce qui porte atteinte à ces élections est alors primordial, et ce, autant que la mesure dans les restrictions à la liberté d'expression. Alors, comment incriminer et comment réprimer? Eh bien, ce sont un peu les deux problématiques que je vais vous présenter aujourd'hui. Comment incriminer d'abord? C'est-à-dire comment choisir les comportements que la loi pénale va ériger en infraction. Eh bien d'abord, il y a quelques conditions à respecter. Première condition, la légalité. La légalité criminelle, c'est le principe fondateur de la matière pénale. Il a été théorisé par Beccaria avec son traité des délits et des peines de 1764. Le but, c'est qu'en fait, la loi soit prévisible, qu'on ne puisse pas condamner quelqu'un et prononcer une sanction si aucun texte ne prévoit une infraction. L'objectif étant de se prémunir de l'arbitraire des juges. Par conséquent, il importe que les textes de loi prévoient des comportements dans la loi, c'est la légalité formelle, et que ces comportements, ces textes de loi soient clairs et précis, c'est la légalité matérielle. La précision et la clarté de ces textes permettant en fait au juge d'appliquer strictement la loi et de ne pas sortir de son office. Si on applique ce principe de légalité criminelle à la pénalisation des interactions sociales expressives, cela exige donc de définir précisément les comportements. Ça peut être très compliqué lorsqu'on parle de parole. Il y a dans la loi sur la presse, par exemple, l'article 26 qui pénalise le fait de propager des fausses nouvelles. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle et qu'est-ce que la fausseté? À l'article 29, c'est la diffamation qui est punie. La diffamation, c'est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération. Mais qu'est-ce que l'honneur et qu'est-ce que la considération?
on voit qu'en fait, le respect de ce principe de l'égalité criminelle, il est déjà compliqué dans le code pénal, mais il l'est d'autant plus dans la loi sur la presse lorsqu'on parle de parole. Ces deux exemples donc montrent la difficulté toute particulière de définir très précisément les expressions incriminées, puisque la parole adopte des formes, des tournures et des jeux de mots divers. Il ne faut donc pas se contenter de critiquer la prise d'initiative des juges dans certaines applications, car même si la prise d'initiative des juges comporte des risques, je l'ai dit, l'arbitraire judiciaire, elle permet aussi d'appliquer la loi pénale d'une manière plus juste. C'est-à-dire peut-être d'épargner les blagueurs adeptes de la satire, tout en pouvant quand même, d'un autre côté, punir les expressions haineuses camouflées, qu'on peut appeler aussi dog whistle. Je ne sais pas si l'accent est bon, mais voilà. Donc ça, c'était la première condition, la légalité. Autre condition, la publicité. Les interactions sociales, qui prennent la forme d'une expression, elles peuvent être appréhendées par le droit pénal lorsqu'elles présentent un trouble à l'ordre public. Sauf que pour présenter un trouble, il faut que ces expressions soient publiques. Ainsi, ce sont principalement les expressions publiques qui figurent dans la loi de 1881. On dit souvent que c'est la publicité qui fait le délit. Mais comment définir cette publicité? Eh bien, il y a différents indices. Notez que c'est très important à définir parce que des fois, pour défaut de publicité, des personnes peuvent se retrouver relaxées. Alors, la relaxe peut être une bonne chose, hein. On ne cherche pas forcément à tout prix à punir avec le droit pénal. Pour ça, je vais vous donner l'exemple de propos qu'avait tenu Brice Hortefeux lors d'un campus de l'UMP. Donc, il a tenu les propos suivants, j'ouvre les guillemets: il en faut toujours un, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Il tenait ses propos à une militante de l'UMP et la vidéo a été diffusée par Le Monde. Et bien en fait, Brice Hortefeux s'est retrouvé relaxé car la publicité n'a pas été caractérisée par les juges. Donc vous voyez bien l'importance en fait de caractériser cette publicité du propos pour qu'il y ait condamnation. Deux indices donc pour cette publicité. Premier indice, le propos est tenu dans un lieu public. Comment on dit que tel ou tel lieu est public? Eh bien en fait, c'est si le lieu est susceptible d'accueillir du public. Si les propos ont potentiellement pu être entendus. C'est-à-dire que moi, si je parle dans cet amphithéâtre qu'il est vide, il y a une personne cachée derrière, mais je ne m'en rends pas compte, qui rapportera les propos ensuite, le lieu est public. Pourquoi? Car c'est un lieu ouvert à tous qui potentiellement peut recevoir du public et donc mon propos pourrait potentiellement être audible. Deuxième indice, le propos a été tenu avec des personnes présentant une communauté d'intérêt. Cette communauté d'intérêt, elle ne s'apprécie pas entre l'auteur et les destinataires, elle s'apprécie seulement entre les destinataires. Un exemple, un arrêt de la Cour de cassation de 2013, où le caractère de publicité n'a pas été retenu pour des propos qui avaient été diffusés sur un compte Facebook, mais qui n'étaient accessibles que par les personnes agréées par l'intéressé, en nombre restreint. En fait, c'était un groupe Facebook fermé, et donc entre eux, les destinataires avaient une communauté d'intérêt, donc la publicité n'était pas caractérisée, donc le propos n'était pas pénalement répréhensible. Parfois, la communauté d'intérêt est très dure à démontrer et du coup, il y a des arrêts de la Cour de cassation qui peuvent être un petit peu contradictoires avec les indices que j'ai pu vous donner ici. On comprend donc bien l'importance de ce critère de publicité d'expression, car plus une expression touche de monde, plus ses effets sur la sécurité, sur la dignité d'une personne sont inquiétants. Effectivement, le risque n'est pas le même si moi je vais tenir des propos racistes au café avec une amie que si je vais tenir des propos racistes en public sur Twitter, maintenant X, avec un hashtag très repris. Première condition, la légalité. Deuxième condition, la publicité. Troisième condition, la nécessité. On ne doit légiférer en matière de liberté d'expression que d'une main tremblante. Pour autant, aujourd'hui, on remarque qu'il y a bon nombre de lois pénales quand même qui sont adoptées en réaction à des événements. Donc s'ajoute à ces conditions un impératif de coexistence entre ces incriminations et la liberté d'expression. Il s'agit en fait d'un véritable travail d'équilibriste, aussi bien pour le législateur que pour les juges. Contrairement à la liberté d'opinion, je vous ai dit, la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle est prévue notamment à l'article 10 de la CEDH. Premier paragraphe pose le principe de la liberté d'expression. Deuxième paragraphe prévoit les conditions pour restreindre la liberté d'expression. Ces conditions de restriction, elles sont au nombre de 3.
Donc si on veut restreindre la liberté d'expression, première condition, la restriction doit être prévue dans la loi. L'idée, c'est pas que le juge invente à chaque affaire une nouvelle restriction. Deuxième condition, les restrictions doivent être nécessaires dans une société démocratique. Ça porte à interprétation aussi, je vous l'accorde. Troisième condition, les restrictions doivent être proportionnées au but poursuivi. Régulièrement, donc, il y a des affaires qui sont portées devant la Cour européenne des droits de l'homme et où des personnes condamnées par des juridictions françaises vont demander aux juges européens de contrôler la proportionnalité de leur condamnation avec leur droit à la liberté d'expression. Je vais vous donner deux affaires. Une qui a tranché en faveur de la condamnation, c'est-à-dire qui a dit que la condamnation en fait respectait la liberté d'expression, et une autre qui a dit que la France avait violé l'article 10 de la CEDH en condamnant une personne. À l'occasion d'une manifestation où Nicolas Sarkozy, président de la République, était en représentation, un manifestant s'est pointé avec une pancarte avec écrit « Casse-toi, pauvre con ». Il a été condamné par les juridictions françaises pour offense au président de la République, d'ailleurs ce délit a été abrogé il y a quelques années, à une amende de 30 €. Eh bien, ce monsieur est allé dans la Cour européenne des droits de l'homme et a dit est-ce que cette condamnation est proportionnée par rapport à ma liberté d'expression? La CEDH a condamné la France pour violation de l'article 10, pour violation de la liberté d'expression de ce requérant. Exemple inverse, l'affaire Rouillant en 2016. Jean-Marc Rouillant, donc, qui faisait partie du groupe Action Directe, un groupe terroriste communiste. Jean-Marc Rouillant a été condamné pour apologie du terrorisme et la Cour européenne des droits de l'homme a validé la condamnation, bien qu'elle a dit que la peine qui avait été prononcée était trop sévère. Donc voilà un petit peu pour les exemples de comment en fait, le droit pénal se saisit de ces expressions qui peuvent troubler l'ordre public. Maintenant, et je serai assez brève, comment réprimer? C'est-à-dire, quelles peines sont adaptées, quelles procédures pénales sont adaptées pour ça? Et ensuite, comment on fait coexister ces mécanismes de droit pénal avec d'autres mécanismes? Ça peut être, comme on l'a vu, des mécanismes disciplinaires. Alors d'abord, quelle peine? Faut-il, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Gwenaël Cadès, envoyer les racistes en prison? Bien, pour répondre à cette question, qui se veut un petit peu provocatrice, 3 rappels préliminaires. D'abord, la prison doit être le dernier recours, car c'est la peine la plus grave qu'on peut prononcer en France et qu'elle prive les individus de la liberté d'aller et venir. Deuxième point, la problématique de la surpopulation carcérale et des conditions indignes de détention doit quand même nous rester à l'esprit lorsqu'on veut tout de suite se pencher vers la prison. Et enfin, troisième point, seuls quelques abus de la liberté d'expression, donc seuls quelques infractions dans la loi sur la liberté de la presse, sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Par conséquent, vu ces 3 points, la prison ne semble pas être une solution à privilégier pour réprimer ces discours. Mais avant d'appliquer toute peine, il faut se saisir de l'infraction. Et pour ça, quelle procédure pénale est adaptée? Eh bien, je vais prendre seulement un exemple parce que la procédure pénale de la presse est assez technique, mais au niveau des délais de prescription. En fait, la loi sur la liberté de la presse prévoit des délais de prescription complètement différents du droit commun. En droit commun, la prescription pour une contravention, c'est 1 an, pour un délit 6 ans et pour un crime 20 ans. Et bien dans la loi sur la presse, la prescription des infractions en matière de liberté d'expression, c'est 3 mois. Pourquoi 3 mois? Eh bien le but, c'est de se montrer plus doux pour les personnes qui commettent des infractions pénales sous la forme d'une expression et non sous la forme d'une action. En fait, la loi de 1881, quand elle a été instituée, c'était vraiment une loi d'affranchissement et de liberté, et c'est pour ça qu'en fait, il y a toute une procédure pénale dérogatoire qui veut qu'on soit quand même plus doux dans ces cas de figure. Néanmoins, il y a de plus en plus d'exceptions. Je pense notamment aux infractions qu'on peut catégoriser comme des discours de haine, où en fait, là, les délais de prescription ont été rallongés à 1 an. Alors, de 3 mois à 1 an, c'est une certaine hausse, mais ça reste quand même 6 fois moins qu'en droit commun. Enfin, quelle place trouve la répression pénale dans le mouvement de régulation des expressions publiques? Une question à laquelle j'aurais peut-être dû répondre dès le début, mais c'est pourquoi moi je m'intéresse au droit pénal. Eh bien parce que même si le droit pénal s'est souvent présenté comme le bras le plus fort de l'État, qui peut nous priver de nos libertés, eh bien c'est quand même un droit qui a quelques garanties procédurales
Et ça peut être intéressant pour nos libertés. Également, le droit pénal, il intervient après que l'expression ait été commise. Il intervient donc après en répression. Mais il permet quand même à l'expression de se faire. Tandis que certains droits, je pense notamment au droit administratif, vont pouvoir intervenir en amont de l'expression, en prévention. Sauf que si on arrive en prévention, l'expression ne peut pas se faire, et là, ça se rapproche beaucoup plus de la censure. Donc voilà pourquoi le droit pénal, quand même, contient quelques garanties qui peuvent être intéressantes en la matière. Mais il y a d'autres outils dont il faut se saisir et qui doivent coexister. Je pense notamment au droit international, qui doit adopter en fait des normes générales tentant d'appréhender les expressions problématiques. Le droit administratif, donc notamment en référé pour interdire des spectacles, ça avait été le cas pour des spectacles de Dieudonné. Les autorités de régulation, l'ARCOM, je pense que vous avez tous vu passer des sanctions qu'a pu prendre l'ARCOM, notamment à l'égard de l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Il y a aussi les mesures disciplinaires, comme on l'a vu dans le court-métrage. Et ensuite, il y a des mécanismes aussi qui sont non juridiques et qu'il faut mobiliser également. Il y a l'éducation aux médias, il y a des outils technologiques de régulation, les algorithmes. Alors bon, on n'est pas encore prêt en droit à accepter que des algorithmes contrôlent ça, mais peut-être à l'avenir. Il y a les cellules de fact-checking dans les médias pour lutter en fait contre la propagation de fausses nouvelles. Et il y a aussi des réflexions à avoir autour du pluralisme des médias. Ces outils non juridiques, ils sont d'autant plus pertinents que les normes pénales, parfois, elles peuvent être instrumentalisées. Par exemple, on peut saisir certaines infractions pour faire comme des procédures bâillons et empêcher certaines personnes de parler. Aussi, on peut instrumentaliser les normes pénales. Si la sanction est trop forte, eh bien, les personnes pourront passer pour des martyrs de la liberté d'expression et donc ça va ridiculiser la norme pénale. D'où l'importance de se saisir d'autres modes d'appréhension des expressions litigieuses. J'espère que ça a pu vous éclairer.